Bonjour et bienvenue dans À l'air libre. Avec moi aujourd'hui Christophe Gueugnot. Bonjour Christophe, quel est ton programme dans la deuxième partie? Salut Mathieu. Aujourd'hui, on va parler d'écologie et de la manière dont on pourrait être le plus efficace en matière écologique avec Maxime Blondeau, qui est le cofondateur du Printemps écologique, un syndicat qui s'est monté le 1er mai et qui est passé un peu inaperçu à cause de la crise du Covid. On va en parler aussi avec Pierre Charbonnier, philosophe, et Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe de ELV. Et dans la première partie d'À l'air libre, nous recevrons le lanceur d'alerte Thomas Le Boniec. Il a travaillé pour un sous-traitant d'Apple en Irlande et il a participé à révéler la surveillance et l'écoute massive des iPhones, des iPads que nous détenons pour beaucoup. Et vous l'écouterez, c'est assez impressionnant. Ensuite, nous partirons en Hongrie où le pouvoir de Viktor Orban stigmatise à nouveau les Roms dans le contexte de la crise sanitaire et de la crise économique qui vient. Pour nous écrire, il y a deux adresses, covid@mediapart.fr pour vos informations d'intérêt général, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages. À l'air libre numéro 48, c'est parti. Bonjour Thomas Le Boniec. Bonjour Mathieu. Thomas, merci d'être avec nous ici dans les locaux de Mediapart, dans la cour de Mediapart. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez 25 ans. Vous êtes un ancien salarié d'un sous-traitant d'Apple à Cork, en Irlande. Vous y avez passé, je crois, 10 semaines en 2019, on y reviendra. Et il y a un an, en fait, vous et d'autres lanceurs d'alerte au sein de l'entreprise avez alerté sur l'espionnage massif de nos téléphones, de nos iPads par Apple, la célèbre marque à la pomme qui équipe des centaines de millions de personnes dans le monde. Apple, c'est même 1,5 milliard d'outils de communication, les smartphones, les iPads, les montres, les ordinateurs Mac de toute génération. Avec le quotidien britannique The Guardian, Mediapart était d'ailleurs un des médias à l'époque qui avait été à l'origine de ces révélations, sous la plume de Jérôme Mourdeau. On voit l'article s'afficher pendant qu'on parle. Thomas, on va revenir en détail sur ce que vous avez révélé et l'impact de ces révélations, ce qui a pu changer ou pas depuis. Mais d'abord, peut-être racontez-nous tout simplement comment cette histoire a débuté. Comment êtes-vous arrivé chez Apple en Irlande? C'était en avril 2019 et ça faisait 8 mois que j'étais diplômé et que je cherchais un emploi. C'était pas facile. Et j'ai reçu une offre d'emploi indirectement par l'Agence pour l'emploi des cadres en fait. Donc c'était la première fois que j'étais démarché directement par une indépendante en fait, qui m'a envoyé cette offre qui consistait elle était juteuse en fait. C'était bien vendeur, c'était 26 000 € à l'année, c'était travailler en Irlande pour 6 mois. Et donc à ce moment-là, moi je m'étais dit, c'est un travail qui paye bien, je pars à l'étranger, je peux mettre de l'argent de côté et je peux éventuellement envisager de faire un doctorat ensuite. En quoi consistait ce travail? Donc en gros, c'était présenté comme de l'analyse de données, et des données dites audio et écrites. Au fur et à mesure des entretiens, on finit par comprendre que ce sont des enregistrements où il s'agit de corriger ce qu'on entend à l'oral et de le retranscrire à l'écrit. Alors, ce que vous entendez à l'oral, soit par l'application, vous allez nous expliquer un petit peu justement, quelles étaient les données que vous entendiez derrière votre ordinateur, quels étaient ces enregistrements que vous deviez analyser pour que les gens qui nous regardent, qui ont un téléphone, comprennent de quoi il s'agit? Au départ, bien évidemment, ça n'est pas précisé. Ça n'est que quand j'ai signé ma clause de confidentialité et que j'ai été embauché qu'on m'a dit que je travaillerais pour Apple et que ça serait des enregistrements réels de personnes qui étaient en train d'utiliser leur appareil Apple. Donc ça pouvait être effectivement des iPhones, des iPads, l'Apple TV, CarPlay aussi, l'application qu'on utilise quand on est en voiture. Moi, j'ai travaillé sur la plupart de ces projets-là. Quels étaient ces enregistrements que vous aviez, d'où ils provenaient? Parce que je crois que ça provenait de différentes sources. Expliquez-nous un petit peu. Donc, moi, j'ai travaillé sur la France, parce que c'était pour ça que j'étais embauché, parce que je parle français natif, en fait, et que je peux comprendre l'argot, etc., etc. Et par contre, chacun des projets était divisé selon la source. Donc il y avait l'Apple Watch, il y avait CarPlay et ainsi de suite. Donc moi j'ai travaillé sur les iPads,
les AirPods, CarPlay et les iPads, je crois. Et alors ça veut dire que concrètement, ces enregistrements venaient d'où, provenaient d'où dans le téléphone, voilà. Comment ça se passait? Ah pardon, oui, donc effectivement, c'est lorsqu'un utilisateur s'adresse à Siri, et lorsqu'il est en train de dicter un message ou lorsqu'il est en train d'effectuer une commande. Donc Siri, il faut expliquer, c'est cette fonction sur la touche, j'ai un iPhone ici, c'est sur cette fonction sur la touche ici qui permet en gros de parler à l'assistant vocal. On peut lui demander d'appeler un ami, on peut lui demander de faire une recherche pour nous, etc. Il y a plein de possibilités. Mais alors il faut savoir que de toute manière, Siri déclenche les enregistrements de manière plus ou moins aléatoire et qu'il y avait dans notre travail une partie qui consistait à reconnaître les enregistrements qui étaient dits accidentels. Et donc ceux-là, il fallait les identifier. Et parfois, on n'avait pas vraiment moyen de savoir si c'était un enregistrement qui correspondait aux indications d'Apple ou pas. Ça veut dire, pour bien comprendre, quand les gens déclenchaient Siri sur leur téléphone, pas seulement le fait qu'ils demandaient quelque chose, mais les données, les mots de leur demande étaient enregistrés. C'est ça que vous pouviez avoir devant votre écran. C'est ça. Mais il y avait également des fois où finalement ça se déclenchait un peu à n'importe quel moment et du coup vous pouviez entendre toutes sortes de choses. Qu'est-ce que vous avez entendu par exemple? Alors, sans avoir besoin de parler des enregistrements accidentels, les gens dictent toutes sortes de choses à Siri. Donc on avait énormément de choses reliées en lien avec le sexe en fait. Des gens en train de dicter des sextos, en train de demander à Siri de retrouver des vidéos porno, ou bien même de commander des escortes d'ailleurs. Ouais. Donc en fait on a de tout. Là je parle uniquement du sexe, mais il y avait vraiment de tout. Il y avait un gars qui était en train de parler de son compte en banque en Suisse, il y avait des gens qui étaient en train de dicter probablement des conférences ou de recopier des livres, et il y avait des enseignants en train de dicter leurs conseils de classe, il y avait des gens en train de parler de politique, tout. Et vous êtes tombé un jour sur une conversation qui vous a même, au-delà de ça, particulièrement choqué? Oui, bah celle-là c'était vraiment, on va dire, le cas limite quoi. Jusqu'à un certain point, on se détache évidemment parce qu'on n'a pas le contexte en tant qu'employé, on a juste un fragment d'audio, donc on peut juste deviner le contexte. Mais ce cas-là était vraiment embêtant, c'est le mot qu'on puisse dire, parce que je suis tombé sur un pédophile. Donc cet enregistrement-là était... Quelqu'un qui décrivait ses pulsions sexuelles? Voilà, c'était quelqu'un qui était en train de décrire son fantasme en fait. Et c'était déjà en soi, c'est très gênant. Et puis ensuite, on se retrouve à un carrefour en fait de possibles qui est très très embêtant. D'abord parce qu'on se rend compte que les gens se croient complètement. Les gens croient qu'ils sont tranquilles en fait. Les gens croient qu'ils peuvent dire n'importe quoi, qu'ils sont en train de juste de parler à leur téléphone. Voilà. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent vivre leurs fantasmes, vivre les choses les plus sombres de leur vie à découvert en se disant il n'y a pas de problème. La preuve avec cet enregistrement, c'est qu'on arrive même effectivement avec à entendre des pédophiles qui sont en train de parler tranquillement de leurs fantasmes. Et vous avez reporté par exemple ce cas ou... Je l'ai signalé effectivement à mon contremaître chez Apple. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. En tout cas, de mon côté, ils m'ont rien dit. Ils ont fait un truc. Ils l'ont fait écouter à quelqu'un d'autre. Parce qu'apparemment, ils ne me faisaient pas confiance pour leur signaler quelque chose de ce style-là. Et donc, ils l'ont fait remonter, ils l'ont fait écouter, mais ils ont jamais effacé cet enregistrement de la base de données sur laquelle il était. Pour bien comprendre, qu'est-ce que fait Apple de ces données que vous receviez, ces enregistrements, que vous analysiez? Qu'est-ce qu'on fait? La quantité est absolument phénoménale. Dans l'article de Jérôme qui avait été publié en 2019, il y avait des captures d'écran qui montraient l'ampleur de ce qui était capté sur différents instruments. En fait, c'est tout à fait phénoménal. Qu'est-ce qu'ils font de ces données? À quoi ça sert?
Sur le projet où je travaillais, qui s'appelle le bulk data, en gros, la donnée en gros, la donnée en brut, il s'agissait de permettre à Siri d'améliorer sa reconnaissance vocale. En tout cas, c'est ce qu'ils disent en apparence, quoi. Il y avait un autre projet qui était juste à côté du nôtre, en fait. C'est le development data, où là, il s'agissait d'étiqueter des mots-clés qui correspondaient à des commandes ou bien à des mots, à des noms propres, quoi. Donc, ou à de la musique, ou à des noms d'artistes, et probablement pour faciliter la capacité à coder Siri. Parce qu'il faut aussi savoir que Siri, c'est surtout une boîte d'enregistrement vocal, quoi. Ça n'est pas une intelligence artificielle, ça ne comprend pas vraiment ce qu'on est en train de lui dire, c'est surtout très certainement un code extrêmement long et extrêmement compliqué qui essaie de rendre compte de manière exhaustive de toutes les possibilités d'interaction entre un humain et la machine. C'est-à-dire que pour faire ce travail que fait Siri, on pense que c'est très simple, on parle à son téléphone et le téléphone va sur Google ou fait... En fait, ce sont des personnes comme vous, comme ce que vous faisiez, qui en fait analysent tous ces centaines de milliers de millions de mots et qui permet d'affiner finalement le système. C'est un travail pénible et rébarbatif. Qui a été fait pendant des années et qui continue d'avoir lieu encore aujourd'hui. Donc ce que vous découvrez, c'est qu'en fait, là où les gens pensent qu'ils sont tout seuls avec leur téléphone, en fait, une grande partie même des conversations qu'on peut avoir pas très loin du téléphone sont écoutées, analysées par des gens comme vous derrière. Qu'est-ce que ça provoque chez vous et pourquoi vous vous êtes dit à un moment il faut en parler? Dès le départ, je n'étais pas vraiment à l'aise avec ce travail. De toute manière, ça va plutôt à l'encontre de mes convictions. Et en même temps, au bout d'un moment, on n'a pas trop le choix. Donc j'ai fini par prendre ce job parce que c'était alimentaire, quoi. Donc j'étais déjà assez mal à l'aise avec l'idée qu'on était potentiellement enregistré à tout moment. Et au fur et à mesure des semaines, on se rend compte qu'il y a quand même plus de données que ce qu'on croit qui sont gardées, que en fait, quand on a un appareil Apple dans la poche, on est potentiellement enregistré à tout moment et que ça continue de récupérer des données en permanence. D'ailleurs, d'instinct, les gens avec qui je parle de cette histoire me disent « Ah mais oui, mais j'ai parlé à côté de mon téléphone de vacances au ski par exemple et tout de suite je me retrouve avec des publicités ciblées. » Donc ça, c'est le genre d'information qui est quand même... En gros, l'expérience est en directe contradiction avec ce qu'affirme Apple, quoi. Ils sont en train de dire qu'ils respectent la vie privée, qu'ils ne vendent pas ces données à des tiers, qu'ils ne les commercialisent pas. Mais on est quand même en droit de se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Et d'ailleurs, on est quand même à un stade qui est on est un pas plus loin dans la surveillance quand il s'agit d'écouter les gens en permanence. Plutôt que de simplement récupérer les données qu'ils tapent eux-mêmes sur leur téléphone. Enfin, simplement, c'est déjà très embêtant. Et d'ailleurs, Siri en est à un stade de capacité de reconnaissance vocale. Il peut maintenant, en fait, l'assistant vocal peut maintenant comprendre ce que vous dites en fait, sans vous enregistrer. On n'a plus besoin de passer par l'enregistrement, je pense. Techniquement, le logiciel de retranscription est déjà suffisamment bon pour qu'on n'ait pas à le corriger de manière constante en fait. Et ça, c'est ce qu'on constatait tout le temps. Alors, à la suite de ces articles, à la suite de ces révélations, Apple, prenant la mesure de la situation, ne pouvant pas vraiment cacher que ce que vous aviez fait comme travail, vous l'aviez fait, puisque de fait vous étiez aux premières loges et vous en avez témoigné très précisément. Apple a présenté le fin août 2019 ses excuses aux clients qui avaient été écoutés. Cet examen nous a permis de comprendre que nous n'avions pas pleinement atteint le niveau de valeur que nous défendons et nous nous en excusons, a dit Apple à l'époque, qui s'est aussi engagé à mieux protéger la vie privée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et à votre connaissance, est-ce que ce que vous avez décrit à l'époque continue de se produire tout simplement? Peut-être sous d'autres formes. Les gens qui faisaient votre travail, ce sous-traitant, enfin voilà, l'organisation du travail a changé, je crois. Ça a été peut-être internalisé chez Apple. Voilà, qu'est-ce que voilà, vous avez tout dit. C'est ça. Les gens qui travaillaient pour les sous-traitants ont été réembauchés directement par Apple. Et puis voilà. Je tiens juste à préciser quand même que je n'ai pas été le premier à lancer l'alerte. Oui.
et il y a d'autres gens qui ont contacté d'autres journaux. Donc je voudrais pas non plus. Vous n'êtes pas tout seul, vous étiez plusieurs. Voilà, je voudrais pas à décrire finalement la même chose. Voilà. En fait. L'information a été mal reprise un certain nombre de fois, comme quoi je serais le seul à avoir parlé de ça, pas du tout. Vous étiez plusieurs et justement ça renforce justement le récit et votre témoignage. Vous avez, je crois, récemment alerté à nouveau parce que vous dites finalement 1 an après ces révélations, presque 1 an après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Pourquoi ça vous paraît important aujourd'hui de tirer à nouveau la sonnette d'alarme? Il ne s'est rien passé en fait après ces révélations? En tout cas, le public, rien de public. De toute manière, les agences de protection des données européennes peuvent agir sans que le public en ait connaissance, mais de toute manière, je présume plutôt que l'agence de protection des données irlandaise, qui est la première concernée, n'a pas fait grand-chose depuis. De toute manière, je ne suis pas sûr qu'ils en aient vraiment les moyens. Je pense que la réaction n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu, en fait. Qu'est-ce que vous demandez aux pouvoirs publics, que ce soit nationaux ou européens en tout cas, à votre niveau, qu'est-ce qui paraîtrait être les bonnes choses à faire? Est-ce qu'on peut réguler ça, tout simplement? Est-ce que c'est d'ores et déjà on a déjà le RGPD qui est en place, et en gros, on a là la démonstration que les géants du net ne s'en sont aucunement préoccupés et que... Il n'y a pas qu'Apple, en plus, il y a Facebook, il y a Amazon, Google, c'est le même fonctionnement. Voilà. Donc les géants du net ne se sont aucunement préoccupés de la réglementation européenne, et tant qu'ils n'ont pas été pris la main dans le sac, ils n'en avaient rien à faire en gros. Et c'est la même chose avec le consentement des utilisateurs, ils en ont rien à faire. Et en plus, là, on assiste à une campagne de communication, donc depuis qu'il y a eu ces révélations l'été dernier, qui consiste à dire « mais de toute manière, nous, on respecte vraiment la vie privée des usagers. Et puis regardez, maintenant, on a un opt-in, donc maintenant, il faut que vous soyez d'accord explicitement pour envoyer vos données à ce projet-là en particulier. » Moi, je tiens à rappeler que ce n'est pas vraiment le fond du problème. En réalité, qu'il y ait des gens qui entendent un petit morceau de votre vie, quand bien même il serait extrêmement privé. Enfin, les salariés qui font le même boulot que j'ai fait, ils n'ont pas vraiment, sauf cas vraiment exceptionnel, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à aller fouiller dans votre vie privée, ils ne s'y intéressent pas. Ils sont là pour faire leur boulot. Ce qui est inquiétant, c'est Apple. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à envahir à ce point nos vies privées? Et moi, j'ai un élément de réponse à ça, c'est que, en gros, comme ils cherchent absolument à se placer sur tous les marchés possibles, y compris celui de la santé, mais aussi celui des séries télévisées, et de la musique et tout ça, ils ont tout intérêt à avoir à amasser des données comme ça. À amasser un maximum de données, à créer les profils les plus détaillés possibles, à faire des data pools en fait, où ils peuvent récupérer, extraire les personnes qui les intéressent à partir de certains mots-clés. Et là, vous comprenez l'intérêt d'un assistant vocal, puisqu'il s'agit maintenant d'être capable d'identifier ce que dit la personne sans même qu'elle-même l'ait volontairement dit. Donc on peut même... Franchement, on n'est pas loin de Big Brother. Ouais, l'idée, c'est d'amasser des données, puis on verra pour ce qu'on pourra en faire plus tard. On pourra toujours les utiliser pour différents intérêts. Et d'ailleurs, je parlais récemment à un de vos collègues qui m'a dit qu'il y avait un certain nombre de similarités en fait, entre ce travail-là et celui que peut faire un analyste pour une boîte de sous-traitance pour des agences de surveillance en fait. Donc en gros, d'écouter des enregistrements, repérer des signaux faibles, etc., etc. Donc on a quand même des agissements qui commencent à ressembler pas mal à des agences d'espionnage, quoi. Alors vous avez parlé à nos collègues du média et il y a une phrase dans le texte, enfin c'est vous qui avez d'ailleurs écrit ce texte sur le site du média, il y a eu une vidéo aussi, mais il y a une phrase qui m'a frappé, c'est vous dites à tous les gens qui utilisent, qui ont un appareil Apple, comme moi, hein, voilà, là aujourd'hui, vous dites vous travaillez gratuitement, vous leur offrez des informations précieuses, vous participez activement à votre servitude volontaire. Oui, c'est moi ça. Ouais. Oui, disons que il y a 2 éléments dans cette phrase. La première chose, c'est que quand on achète un appareil Apple, déjà c'est cher, c'est hors de prix, on est en train d'acheter de la marque, et de l'autre, en fait, on effectue un travail volontaire
En gros, on fournit des données et puis on permet à Apple d'en identifier davantage. Antonio Casilli explique ça beaucoup. Le chercheur Antonio Casilli, on l'a reçu dans l'émission. Oui, et c'est lui qui comprend ces sujets bien mieux. Il a travaillé sur les travailleurs du clic et justement sur toute cette chair humaine, ces gens qui travaillent à collecter, à créer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est en fait constituée de plein de travailleurs. Il y a beaucoup d'engrenages humains dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Merci beaucoup. À signaler, donc vous avez envoyé une lettre aux agences européennes de protection des données en leur disant, c'est en anglais, je traduis, il est inquiétant que Apple et a priori et sans doute d'autres entreprises continuent d'ignorer et de violer les droits fondamentaux et continuent donc d'agréger comme ça de façon massive des données. Vous nous tiendrez au courant si vous avez des réponses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Mathieu. Bonjour Corentin Léotard. Bonjour. Tu es le correspondant de Mediapart à Budapest, en Hongrie, et tu prépares un article pour Mediapart qui va paraître très vite sur la façon dont le régime d'extrême droite de Viktor Orban en Hongrie commence à cibler à nouveau la population rom. On va y revenir, mais d'abord, Corentin, peux-tu nous faire un point sur la crise sanitaire en Hongrie? Généralement, dans l'Europe centrale, on a lu ici que la situation avait été globalement mieux maîtrisée que dans l'ouest de l'Europe. Écoutez, jusqu'ici, tout va bien et l'Europe centrale s'en tire plutôt très bien. Au total, sur l'ensemble de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, c'est-à-dire Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie, qui rassemble une population équivalente à celle de la France, on a 35 000 malades et moins de 2000 décès. En Hongrie, par exemple, on a passé la barre des 500 morts hier. Donc, c'est des chiffres relativement faibles au regard de ce qu'on connaît en Europe de l'Ouest. Alors, évidemment, il y a différentes hypothèses et la grande question, c'est toujours de savoir pourquoi l'Europe centrale s'en tire mieux. Alors, moi, je ne suis pas épidémiologiste, mais il y a quand même quelques pistes qui sont avancées. On parle d'une distanciation sociale qui est traditionnellement plus forte dans la région. On a aussi évoqué la vaccination BCG qui est encore très, très généralisée et supérieure en Europe post-communiste. C'est vrai qu'il y a peu de gros clusters dans la région, mais quand même, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quand même les décisions politiques ont été très précoces, c'est-à-dire que les confinements ont été décrétés dès la mi-mars, à peu près au même moment que la France d'ailleurs, alors qu'il y avait très, très peu de malades encore ici. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est le grand civisme dont ont fait preuve les populations d'Europe centrale, c'est assez notable, qui sont confinées avant même les ordres de leur gouvernement. Civisme, mais aussi, j'ajoute, peur de l'hôpital aussi, qui a sans doute joué. Et aussi, le port du masque a été vraiment généralisé et très adopté, très facilement adopté, notamment en Tchéquie et en Slovaquie. Donc voilà, pour le moment, tout va bien, mais par contre, les études de prévalence montrent que très peu de gens ont été en contact avec le virus. Donc la fameuse immunité collective dont on parle beaucoup, voilà, elle n'est pas là et on ne sait pas encore ce que réserve l'avenir. Mais jusque-là, les gouvernements, je pense qu'on peut dire qu'ils ressortent clairement renforcés de l'épreuve sanitaire. Ensuite viendra la seconde difficulté, la crise économique. Et là, c'est une autre paire de manches. Alors, on en avait parlé avec toi dans Mediapart il y a quelques semaines. Cette crise sanitaire en Hongrie particulièrement a été l'occasion pour le pouvoir de Viktor Orban de réaffirmer son pouvoir, notamment d'attaquer la presse, de faire voter une loi contre la propagation des fausses nouvelles qui ciblait en fait la presse. Corentin, toi, ce que tu as fait, c'est qu'au moment, juste avant la crise sanitaire, tu t'es intéressé à un autre aspect, pas politique celui-là, même si il est politique, on va voir en fait, pour ce reportage que tu vas publier dans Mediapart, tu es allé dans une ville du pays, du nord du pays, emblématique de la ségrégation historique dont sont victimes les populations roms en Hongrie. On va voir des photos s'afficher pendant que tu parles. Ce sont tes photos, tes reportages sur place. Où es-tu allé? Et raconte-nous un petit peu ce reportage. Pourquoi tu y es allé? Alors, au début du mois de janvier, j'étais à la conférence de presse internationale de Viktor Orban, au premier rang, comme un bon élève. Et c'est durant cette conférence de presse qu'il a déclaré qu'il allait s'opposer à une décision de
de la Cour suprême de Hongrie qui venait d'accorder, au terme de 10 ans de combat juridique, une importante indemnisation pour des jeunes Roms qui ont été victimes de discrimination à l'école. Une sorte de ségrégation officielle par l'école. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai décidé de me rendre dans l'école en question, qui est dans ce village de Gyöngyös-Pata, qui est dans les collines du nord du pays. Gyöngyös-Pata, c'est un village emblématique parce que c'est là que 10 ans plus tôt, le Jobbik, le parti d'extrême droite, avait envoyé ses milices pour faire peur aux habitants roms du quartier. Il s'était joué un imbroglio politique à l'époque entre le Jobbik et le Fidesz de Viktor Orban. Donc, je suis allé à Gyöngyös-Pata pour rencontrer quelques-uns des 60 élèves roms qui pendant toute leur scolarité, collège et lycée, ont dû faire classe à part, dans des classes où ils étaient que entre roms, n'avaient pas le droit d'aller à la piscine, de participer aux sorties scolaires. Donc voilà, comment ça se passe, c'est assez simple. Il suffit de prendre contact avec le représentant de la minorité au niveau local, qui ensuite, voilà, Geza Chemer, qu'on a pu voir en photo, et ensuite c'est lui. Et on a pu parler avec. Là, qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Pardon, racontez photo, oui, c'est intéressant. Bon, là, c'est sa filleule Nicolette, Niki, qui est là, qui a raconté voilà, comment ça se passe à l'école. Puis ils ont eu une éducation au rabais, en fait, qu'on les a mis dans des classes à part, au sous-sol, avec toilettes séparées, et puis sans enseignement, en fait. Donc, aujourd'hui, aucun de ces élèves n'a réussi à décrocher le bac, et ils sont tous en galère. Donc voilà, puis ensuite, je suis allé me promener un peu dans le ghetto Rome, parce que c'est un peu comme ce que c'est-à-dire que les Roms sont dans une rue en périphérie du village, dans la zone inondable, où ils vivent dans des conditions qui sont quand même très très mauvaises, hein. Tous n'ont pas l'eau ni l'électricité. Voilà, et donc ce qu'ils disaient, c'est que ils avaient peur de devenir les nouveaux boucs émissaires de Viktor Orban, car il faut souligner que jusque-là, Viktor Orban n'avait jamais stigmatisé les Roms en tant que tel. Alors, les Roms, ils avaient été très ciblés il y a quelques années, justement, par l'extrême droite, le Jobbik, le parti d'extrême droite en Hongrie. Viktor Orban était arrivé au pouvoir et il n'avait pas joué cette corde-là de façon trop intense. Ce que tu racontes, et ce qu'ils t'ont probablement raconté sur place, c'est que désormais, ils sentent revenir un climat de discrimination, de stigmatisation. Quelle en est la raison? Est-ce qu'il y a une raison politique à ça? Oui, voilà. En fait, même, Viktor Orban était même jusque récemment très, très bien vu et assez populaire chez les Roms. On sait à peu près que les citoyens hongrois d'ethnie rom votent à peu près comme la majorité. Donc, Viktor Orban, il est populaire comme ailleurs. Le représentant rom local me disait même que tout le village avait voté pour lui aux dernières élections. C'est aussi rigolo, c'est que souvent, ce qu'on entend chez les Roms, c'est qu'ils disent que Viktor Orban aussi est Rom, ou à moitié Rom. Et donc, Viktor Orban, c'est lui qui avait aussi fait interdire les fameuses milices d'extrême droite du Jobbik. Donc, voilà. Et là, les Roms se sont dit, mince, après les réfugiés, c'est notre tour. Et c'est nous qui allons être voilà, le nouveau bouc émissaire désigné collectivement par le pouvoir. Et ce qu'ils disent, c'est s'il n'y a plus Orban qui nous protège, qui va nous protéger? C'est ça, parce qu'en fait, ils attendent tout. On s'attend en Europe, évidemment, à une crise économique qui va suivre cette crise sanitaire. Et donc, les Roms risquent d'être utilisés comme les boucs émissaires du pouvoir. Ils ont besoin de protection physique et aussi socio-économique, ça c'est clair. Alors, pourquoi évidemment Viktor Orban il fait ça maintenant? Bon, c'est assez clair. En janvier, quand je me rends là-bas, Viktor Orban, il ne cible pas directement les Roms, il cible d'abord les organisations, les ONG qui les aident, c'est-à-dire George Soros, le libéralisme. Voilà, c'est ça que ça représente. La Cour suprême vient, il y a quelques jours, d'appuyer sa décision et d'imposer le versement
des indemnités aux familles auxquelles le Fidesz faisait obstacle. Et Viktor Orban a encore franchi un cap supplémentaire en s'en prenant ce coup-ci directement aux Roms en disant après tout, la Hongrie est le pays des Hongrois autochtones et la majorité ne va pas se plier aux minorités. Donc, ce qu'on entrevoit, c'est que les prochaines élections arrivent dans 2 ans. C'est qu'une crise économique et sociale se profile en Hongrie comme dans le reste de la région, qu'elle va être très violente, que beaucoup de gens sont déjà au chômage, que les gouvernements vont être contestés et perdre en popularité. Donc, évidemment, la bonne vieille stratégie du bouc émissaire va sans doute s'intensifier dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Corentin Léotard. On suivra ça avec toi, Corentin, notre correspondant à Budapest, en Hongrie. Et les abonnés de Mediapart vont pouvoir lire ton article très bientôt sur le site. Dans un instant, vous retrouvez Christophe Gueugnot. Mais écoutons ensemble, si tu veux bien, Corentin, la jeune chanteuse pop Jani, encore une pépite dénichée par notre tête chercheuse Iban Raïs. Jani pour Mediapart. Salut tout le monde, c'est Jani pour Mediapart. J'espère que vous allez bien. Je vais vous chanter mon nouveau titre, La Bibise. Prenez soin de vous et bon courage à tous. Il paraît que je m'amuse dans les soirées mondaines. Pour être la prochaine muse, je ferai tout pour que l'on m'aime. Mais au fond moi, ça me déprime. Tous ces gens-là, juste pour la frime. Je me demande à quoi ça rime. Tous ces gens-là, juste pour la frime. C'est la bibi du showbiz, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est la bibi du showbiz, ouais. Ouais, ouais, ouais. En ce moment tu fais quoi? On n'entend plus parler de toi. En lettres rouges à l'Olympia, mais même ça ne suffit pas. Non, non. Et t'aurais pas un peu maigri, je dirais même un peu grossi. Fais attention aux calories, tu seras plus invité ici. Mais au fond moi ça me déprime. Tous ces gens-là juste pour la frime. Je me demande à quoi ça rime. Tous ces gens-là juste pour la frime. C'est la bibi du showbiz, ouais. Victime. Le monde d'après, c'est quand? C'est maintenant ou c'est plus tard? Si c'est maintenant, une chose est sûre, la différence avec le monde d'avant ne saute pas aux yeux. Un exemple, le plan pour la bagnole. C'est une référence à André Gors, présenté hier par Emmanuel Macron. Qualifié d'historique par le président lui-même, ce plan, dont les mesures consistent en prime à l'achat, bonus écologique, subvention à la filière et fonds d'investissement, ressemble, comme l'explique Martine Orange ce matin dans Mediapart, furieusement à celle du monde d'avant. C'est loin, très loin du nouveau paradigme écologique nécessaire, et encore plus loin des jours heureux annoncés par Macron le 13 avril.
à moins que transporter 80 kg d'humains dans 1,5 tonne de tôle ne soit l'apothéose. Que faire alors? Comment mettre pour de bon l'écologique au cœur du monde d'après? Pour en parler, aujourd'hui, je reçois Maxime Blondeau, qui vient de lancer c'est passé un peu inaperçu, un syndicat écolo, le Printemps écologique. Maxime Blondeau, bonjour. Bonjour. Également avec nous aujourd'hui, Pierre Charbonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et avez publié l'an dernier une somme, Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques. Nous allons y revenir. Et enfin avec nous, Sandra Regol, qui est secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Sandra Regol, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord une réaction au plan automobile dont j'ai déjà parlé, qui a été annoncé hier par Emmanuel Macron. Un bonus pour l'achat d'un véhicule 100% électrique, un nouveau bonus pour l'achat de véhicules hybrides rechargeables et une prime à la conversion pour remplacer les vieux véhicules polluants par un plus récent. Sandra Regol, ça va dans le bon sens, ça, pour vous? C'est comme d'habitude, c'est sur le papier, ça a l'air d'aller dans le bon sens, mais la réalité, c'est que ces primes, par exemple, à la reprise de véhicules, incitent à reprendre un véhicule un tout petit peu moins polluant que le précédent, mais sans faire de grands changements. Il n'y a aussi pas un mot sur les conséquences environnementales de ce déstockage promu par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la seule prime, c'est on a des stocks de voitures, il faut impérativement les vendre et dans un délai très très court. Il n'y a aucune interrogation sur le droit à la mobilité, par exemple. On ne place la mobilité que sous le sceau de la voiture. Et enfin, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée en termes d'expression, c'est qu'on s'attendait à un discours sur les relocalisations, quelque chose sur ce qu'on fait en France, comment est-ce qu'on lutte contre ce départ permanent. Et en fait, Emmanuel Macron n'a parlé que de relocalisation de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas l'emploi des personnes, ce n'est pas l'avenir, ce n'est pas le collectif, ce n'est pas l'humain, c'est uniquement la valeur financière et quelque part celle des actionnaires. Donc tout ça a été extrêmement choquant, comme d'habitude, dans un discours qui paraît très lissé et très vendeur. Alors, tout de même, c'est une question pour Maxime Blondeau, mais ce plan, il est destiné à relancer la machine automobile française. Effectivement, il ne parle pas complètement de relocalisation, mais sur l'électrique, il y a tous les programmes autour de batteries et tout ça. Et donc, ça vise finalement à sauver ou créer de l'emploi en France. En tant que nouveau syndicaliste, ça doit vous satisfaire quand même, Maxime Blondeau? Alors, dans une certaine mesure, oui, dans d'autres, beaucoup moins. Moi, comment j'interprète ce plan? Je l'interprète tout simplement comme une relance de la consommation et de la production, hein, par le biais du bonus écologique et par le biais d'une aide aux moyens de production. Alors, sur le territoire français, ce qui est une bonne chose, puisqu'il s'agit de relocalisation sur le territoire français. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on ne peut que soutenir. Ça crée de l'emploi et puis ça relocalise la production. En revanche, globalement, si on analyse globalement ce plan, c'est la stimulation de la consommation et de la production, ce qui ne va pas évidemment dans le sens de la sobriété, dans le sens du freinage de l'appareil productif dans un pays comme la France. Sur la question de l'emploi, je pense qu'on y reviendra. Les spécificités du printemps écologique sur la question de l'emploi, c'est que nous avons vocation à protéger les travailleurs dans le cadre de notre représentation des salariés, mais pas forcément à protéger tous les emplois. Et c'est le cas notamment des filières polluantes. Notre idée est beaucoup plus d'accompagner la transition, la requalification, que protéger à tout prix les emplois. Pierre Charbonnier, vous en pensez quoi, vous, de la création de ce nouveau syndicat et de ce qu'il annonce? Oui, on voit bien que le gouvernement essaie de satisfaire à la fois les attentes des constructeurs automobiles qui vont être très affectés par la crise économique, et puis les attentes écologiques plus générales. Il y a peut-être, comme disait Sandra Regol, une certaine naïveté dans la possibilité de faire se rencontrer ces deux attentes, ces deux intérêts, sans changer les règles fondamentales des formes de mobilité. Et évidemment, on comprend, parce que ce serait extrêmement coûteux, en fait, politiquement. Il faut être doté d'une très grande imagination politique pour réussir cette bascule, hein. C'est-à-dire qu'il faut redessiner des villes, il faut réfléchir à la façon dont les gens se logent par rapport à l'endroit où ils travaillent. Donc, j'imagine que promettre à Renault des ventes rapides en mettant la pression sur le consommateur est un petit peu plus efficace, mais malheureusement, voilà, on est habitué à des propositions qui sont massivement sous-dimensionnées
par rapport au caractère, on peut dire, épique de la crise économique et écologique, j'allais dire, à laquelle on va faire face, mais à laquelle on est déjà en train de faire face. Et si je peux rebondir très rapidement, là où c'est inquiétant en termes d'avenir, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron avait un boulevard pour avoir cette créativité politique dont parlait Pierre Charbonnier. Parce qu'il a eu la crise des Gilets jaunes qui interrogeait justement notre rapport à la géographie, à l'urbanisme, aux inégalités, et puis maintenant la crise du Covid. Et en fait, il ne saisit aucune de ces deux chances pour repenser les espaces, pour repenser la géographie, pour repenser le système. Ce qui veut dire, 2 fois successives, qu'en fait, rien ne doit changer. Et je fais très rapidement, mais un exemple, quand je vous dis que le droit à la mobilité, c'est quelque chose qu'on peut faire et qui n'est pas forcément coûteux, comme vous disiez. À Grenoble, la mairie met à disposition le week-end la flotte de véhicules, propose à des entreprises de participer à ça, ce qui permet aux habitants de ne pas avoir la charge dans leur budget d'un véhicule, mais de bénéficier de la possibilité de pouvoir aller se balader en montagne ou de faire ses courses ou que sais-je, en tout cas, d'avoir accès à un moyen de mobilité personnel sans pour autant dépenser plus. Il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent. Le refus de les envisager, donc le refus de partir du besoin des personnes, commence à être extrêmement inquiétant en termes de politique publique. Alors, des solutions, on en a eu hier, c'est l'autre événement de la journée d'hier, c'est l'alliance historique entre les syndicats dans la CGT de Philippe Martinez, des ONG dont Oxfam ou Greenpeace, ou la Confédération paysanne, par exemple, pour présenter 34 mesures communes pour répondre à la crise née du Covid-19. Les partis traditionnels regardent ça de près, nous explique Pauline Grohl dans le journal. La CGT avec Greenpeace, c'est assez nouveau. Écoutez ce qu'on a dit Cécile Duflot d'Oxfam France hier dans notre émission à l'air libre. Je pense que le rôle que joue Philippe Martinez aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de simplicité, il est assez historique parce que j'ai vécu avec ses prédécesseurs, avec des moments où c'était compliqué. Je reconnais la prise de risque comme elle peut exister. Vous voulez dire de s'engager sur les questions environnementales, par exemple? Exactement. De se dire voilà, et de dire mais on fait ensemble. Enfin, et notre travail est très solide. Alors Sandra Regol, vous partagez les mots de votre ancienne camarade qui qualifie d'historique le changement de position de la CGT? C'est vrai, mais c'est pas tout récent. En fait, il y a eu toute une réflexion engagée par la CGT pour rejoindre le débat précédent. La CGT est bien placée par ses filiales qui sont chez Renault pour savoir que des véhicules beaucoup moins lourds, beaucoup moins polluants et bien meilleurs existent techniquement depuis 2007-2009 et ne sont pas mis sur le marché parce que c'est un choix, parce que les marges sont moindres. Donc en fait, les réflexions, les graines sont déjà là. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est le passage à l'action collective et l'ouverture à la discussion même avec les partis politiques. Côté écologiste, on a proposé aussi ça partant de nous, donc c'est toujours compliqué quand ça vient des partis politiques, mais parce qu'on a une vieille tradition de travailler avec la société civile et de faire émerger dans le champ politique des personnes qui portaient déjà des combats dans ce qu'on appelle la société civile, qui est une expression que j'aime pas beaucoup, mais qui est l'expression consacrée. Donc oui, j'abonde totalement et j'espère que ce mouvement pourra faire bouger la gauche, comme le titrait Pauline Grohl dans Mediapart, mais en fait, le champ politique a besoin d'être bousculé par cette société, organisée ou non organisée. Du côté des écologistes, on a déjà des mouvements comme Extinction Rebellion, Alternativa qui nous poussent à nous réinventer, à nous questionner, à progresser. Et c'est vraiment primordial que les politiques comprennent que les choses viennent de la société civile et qu'on construit avec elle dans un va-et-vient. Maxime Blondeau, c'est aussi un peu ça le but de votre syndicat aussi, c'est de pousser par un autre biais les politiques à agir plus vite? Oui, mais pas directement, hein. Notre principal terrain, c'est celui de l'entreprise, c'est celui de la représentation des salariés sur leur lieu de travail, sur leur territoire. Donc on n'a pas directement vocation à adresser le champ du législateur ou le champ de l'action publique à l'échelle nationale ou européenne. Nous, notre objectif, là, dans un premier temps, puisqu'on est en train d'éclore, c'est de représenter les salariés, de stimuler l'engagement des salariés dans leur entreprise, des petites, les moyennes et les grandes entreprises. Donc on est vraiment focalisé sur cet objectif-là. Oui. Est-ce que, justement, un engagement comme ça de la part de Philippe Martinez et de la CGT, ça ne rend pas un peu votre entreprise caduque dès le départ? C'est-à-dire que si les syndicats, déjà, qui sont eux-mêmes très installés, enfin, même si la représentation syndicale en France est faible, mais qui sont déjà installés dans l'entreprise, prennent le virage écolo,
Qu'est-ce que vous allez apporter de plus en fait? Alors, je vois le sens de votre question. En réalité, nous, on est très très contents de voir cette initiative. C'est extrêmement encourageant. Ça montre déjà dans un premier temps que la question écologique a toute sa place en fait sur le terrain du travail et sur le terrain des affaires sociales, hein, comme on les appelle. Cette mutation que les dirigeants de la CGT ont bien compris, je pense, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde, hein, et pour nous également. Cela dit, il faudra surveiller qu'il s'agit bien d'une action de terrain, que sur le terrain, les élus CGT prennent bien le virage, parce la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore tous écologistes, ils sont parfois tout à fait productivistes, par construction historique, hein, et c'est parfaitement logique. Donc le renouvellement, s'il a lieu, prendra sans doute un petit peu de temps, mais on voit cette initiative évidemment comme un événement très très prometteur. Ouais. Pierre Charbonnier, dans un entretien à la revue en ligne Le Vent se lève, vous disiez « La révision politique qui est nécessaire implique une révision idéologique qui ne l'est pas moins ». Est-ce qu'une initiative comme ça, qui met syndicats, ONG et peut-être à terme partis de gauche autour d'une table pour réfléchir à l'après, ça peut être un début de révision idéologique? Alors oui, on entendait tout à l'heure Cécile Duflot dire que cette rencontre entre Greenpeace et la CGT était historique. Bon, ce qui serait historique, ce seraient les mesures concrètes mises en œuvre par cette rencontre. Mais enfin, il faut bien commencer quelque part. Et c'est vrai que si on se retourne un petit peu sur les dernières années ou décennies, c'est vrai que sur un plan strictement symbolique, le fait que des gens qui, il y a 15 ou 20 ans, étaient sur des bateaux pneumatiques dans les océans à pourchasser les chasseurs de baleines, et de l'autre côté, un syndicat, disons, en fait, structurellement lié en fait, à la production massive de marchandises industrielles, à un haut niveau de coûts énergétiques, etc., que ces deux univers-là se rencontrent et en fait se découvrent un alignement d'intérêts. Il faut quand même souligner à quel point c'est une transformation historique voilà, qui est majeure. Il faut parler un petit peu d'histoire. Hein. Si vous voulez, dans les grandes démocraties industrielles, nous n'avons jamais réussi à accéder aux demandes de justice sociale autrement qu'en s'appuyant sur des forces productives extrêmement massives. Hein, depuis la Seconde Guerre, enfin, la relance économique qui fait suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale est entièrement adossée à une économie des fossiles, à ce que les historiens appellent la grande accélération, c'est-à-dire l'introduction massive de quantités gigantesques de matière dans l'économie. Et c'est comme ça que nous avons construit une économie qui, si elle n'était pas entièrement juste, évidemment, qui était toujours parcourue d'inégalités très graves, a connu tout de même une élévation moyenne des niveaux de vie, mais aussi une élévation partielle des réponses aux demandes de justice. Aujourd'hui, on va devoir en fait réussir, si vous voulez, très simplement, à maintenir et même en fait à renforcer, à relégitimer ce système qui est à la fois un système de redistribution sociale et un système en fait de construction des réponses aux demandes de justice, sans s'adosser sur ce gigantesque appareil productif qui est en contradiction totale avec les impératifs climatiques, plus largement écologiques. Donc là, on est en train de faire face à une tension qui est historiquement inouïe. Et alors le problème, c'est que, si vous voulez, les voix écologistes sont en partie en décalage avec ces situations parce qu'elles se sont historiquement elles-mêmes construites en lien avec, si vous voulez, le mouvement contre-culturel, de critique des valeurs matérialistes, etc., qui sont en fait fondamentalement, il faut bien le dire, défendus par les classes moyennes supérieures, typiquement les gens peut-être comme moi, les gens, les professeurs, etc., d'ailleurs les journalistes aussi, on pourrait dire, mais beaucoup moins les classes populaires qui ne se trompaient pas en fait sur l'origine de leur demande de justice. Et puis de l'autre côté, une gauche qui elle aussi est liée, disons, aux sphères productives, voilà, encore une fois par construction historique, comme disait tout à l'heure Maxime Blondeau. Et donc là, il y a à la fois, si vous voulez, une tension. Il y a toujours le problème du chantage à l'emploi, mais qui va payer le modèle social si on ne produit plus de voitures et d'avions, etc.
Et de l'autre côté, voilà, le problème des demandes de justice qui effectivement se sont manifestées de manière éclatante, à la fois au moment des Gilets jaunes et encore une fois au moment de la crise sanitaire, parce qu'on voit de manière éclatante, encore une fois, que les fonctions sociales, on pourrait dire les plus utiles, sont aussi souvent les plus invisibles, les moins bien payées. Donc là, il y a un chamboulement majeur, hein, qui est à la fois au niveau des valeurs, des représentations idéologiques, des rapports de force politiques. Et probablement que jamais dans l'histoire, si on peut prendre des concepts un petit peu massifs, jamais dans l'histoire la lutte des classes n'a été aussi écrasante, parce qu'on ne va pas pouvoir l'absorber par, on peut dire, par la grande accélération matérielle. Donc là, vous voyez, je dramatise volontairement un petit peu la situation pour montrer à quel point le basculement historique qu'il faut produire est important. Maxime Blondeau, comment vous voyez, vous, ce basculement historique à l'œuvre, et peut-être pas assez à l'œuvre justement, et comment vous voulez répondre avec le printemps écologique? Alors, notre réponse, elle s'inscrit d'une part dans le temps long, c'est-à-dire qu'on a vraiment la volonté de nous inscrire dans un mouvement qui va prendre plusieurs années, plusieurs décennies peut-être, et sur le terrain, c'est-à-dire vraiment sur le champ du local, sur le lieu de travail notamment et sur les territoires. Notre manière d'agir aujourd'hui, c'est de stimuler l'engagement des salariés dans leur entreprise pour aller redémocratiser quelque part le fonctionnement des entreprises et de la fonction publique également, on l'inclut dans notre périmètre. L'idée consiste à... vous savez, aujourd'hui, il y a moins de 8% des salariés du secteur privé qui appartiennent à un syndicat, je veux dire qui ont une carte de membre d'un syndicat, et aux élections professionnelles, la participation tourne autour de 40-45%. Donc, ce qui veut dire que la grande majorité des salariés aujourd'hui n'est pas engagée dans le dialogue social, n'est pas engagée dans la transformation du modèle économique industriel de manière générale en France, n'est pas engagée dans une potentielle réforme de la manière dont les négociations collectives sont engagées aujourd'hui, et évidemment ne sont pas engagés dans la transformation du modèle économique industriel en vue de l'impératif écologique. Donc nous, notre objectif, il est très terrain. Ça va démarrer à partir de septembre avec la présentation des premiers candidats aux élections professionnelles. Et l'idée, ce sera de réengager les salariés dans ce dialogue, dans le dialogue social, tout simplement. Sandra Regol, vous en dites quoi, vous, de ça? Selon quel angle? Non, mais il y a plein de sujets sur lesquels réagir, là. Non, là, de ce dont vient de parler Maxime Blondeau, sur l'initiative du printemps écologique, sur le fait de passer par l'entreprise plutôt qu'ailleurs, d'avoir fait ce choix. Alors, c'est une nécessité, déjà parce que c'est un moyen de se réapproprier des outils de lutte ou d'affirmation. Pierre disait tout à l'heure que jamais la lutte des classes n'avait été aussi incarnée. Mais en même temps, jamais la conscience de classe n'a été aussi désincarnée. Et oui, certes, on voit des oppressions se multiplier, être de plus en plus fortes, etc. Mais la conscience de faire collectif, enfin d'être collectivement en proie à ces oppressions sociales, environnementales, économiques, ce que vous voulez, elle est de plus en plus faible. Et tout ce système qui nous fait tendre en avant, produire toujours plus pour croire que plus de croissance va nous amener un meilleur niveau de vie, là où tous les chiffres démontrent au contraire l'inverse et une baisse du revenu, de la qualité de vie, de la santé, voire de l'éducation dans certains pays. Donc on a besoin que les salariés puissent se réapproprier tout ça pour agir en commun. Mais en fait, on a besoin d'agir partout. Alors on a quelque chose qui joue en notre faveur, nous qui voulons changer la société, acter la transition et enclencher une véritable révolution écolo, c'est que la prise de conscience dans la société a énormément progressé. Alors, peut-être pas assez, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a terriblement progressé. Et cette crise apporte deux choses. D'une part, bon, il y a une baisse, effectivement, d'après les sondages, mais c'est le principal levier qu'on a quand on est confiné pour évaluer un peu ce qui se passe dehors. D'après les sondages, il y a une baisse de l'importance des questions environnementales dans la société. Mais en même temps, il y a une hausse de l'importance des questions de santé, qui sont toutes liées aux questions environnementales, et en même temps, un changement dans la consommation.
c'est-à-dire ruer vers les AMAP pour connaître les filières, comment sont produites l'alimentation, une ruée vers le bio, parce que c'est l'alimentation qui semble prendre soin de la santé et qui, de fait, prend meilleur soin de la santé. Et donc, la société est en train de prendre conscience de façon pragmatique, de façon plus globale et plus systémique aussi, de changements nécessaires. Après, l'acceptabilité de ces changements, elle est complexe aussi. Donc, chaque outil pour permettre une meilleure acceptabilité est meilleur, puisque tout le système est construit pour nous faire croire, pour nous faire croire, je ne suis pas complotiste, hein, je ne dis pas que tout est fait sciemment, mais en tout cas, la façon dont le système économique s'auto-alimente est faite pour nous inquiéter sur un changement de système. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. On sait qu'il y a des changements qui doivent être mis en place, mais quand on est fragile, précaire, eh bien en fait, n'importe quel changement est inquiétant, c'est normal, c'est humain, et c'est à nous d'expliquer que c'est le maintien du statu quo qui est dangereux et pas le changement, et de le démontrer surtout dans les actes. D'accord, mais pour ça, il faut convaincre un maximum de monde. Et je voudrais qu'on parle maintenant de la dernière tribune publiée dans Le Monde par Pierre Charbonnier et qui porte pour titre « L'écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise ». Alors, peut-être déjà, Pierre Charbonnier, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Qu'est-ce qui nous divise et qu'est-ce qui ne nous rassemble pas? Oui, j'avais voulu réagir effectivement aux 100 principes de Nicolas Hulot et à d'autres initiatives similaires qui ont eu lieu là, il y a quelques semaines et qui nous, parler un peu vulgairement, nous refaisaient le coup qu'on nous a déjà fait de nombreuses fois dans l'histoire du mouvement environnementaliste, c'est-à-dire en fait, invoquer un dépassement d'un clivage idéologique classique. Alors, dans le passé, c'était le clivage entre les grands blocs idéologiques de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le clivage, en fait, ce serait, si on comprend bien Nicolas Hulot, le clivage entre disons, différentes attitudes à l'égard du capitalisme. C'est-à-dire qu'en réalité, l'écologie est ce qu'il y a de plus unanime, ce qu'il y a de plus rassembleur, parce qu'il suffit de regarder les indications des sciences du climat, il suffit de rappeler que ces catastrophes nous touchent tous et vont tous nous toucher. On nous promet que dépasser les clivages politiques habituels permet on pourrait dire, de faire passer en force l'intérêt universel que représente la cause de l'écologie. Mais c'est à la fois inexact dans les faits et je pense contre-productif politiquement. C'est inexact dans les faits parce que nous savons bien que l'exposition aux risques environnementaux n'est pas est la même pour tous. Nous savons bien que le fait de changer d'habitude de consommation est plus accessible pour les personnes aisées que pour les personnes qui le sont moins. Nous savons que pour certains, passer à un mode de vie écologique est un gain en termes de santé, en termes de bien-être, alors que pour d'autres, c'est quasiment inaccessible parce que c'est leur emploi qui en dépend. Donc, vous voyez, en fait, la question écologique, le parcours, elle fissure entièrement les interdépendances sociales. Et d'ailleurs, elle nous parcourt nous-mêmes très souvent. Est-ce que je vais prendre ma voiture? Est-ce que je vais acheter une voiture pour aller en vacances ou pas? Est-ce que je vais prendre l'avion pour aller à un colloque? Je parle en tant que chercheur ou pas. Donc, on peut dire que c'est un champ de bataille, c'est un lieu de conflictualité sociale majeure. Et si on nie cela, et si on veut absolument forcer la main sur le mode de l'unanimisme au nom des faits scientifiques, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver parce qu'on ne passera pas l'épreuve politique, démocratique et sociale qui doit être passée. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que l'écologie doit nous diviser pour toujours. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme si ces divisions n'existaient pas, parce que sans ça, on ne trouvera pas le bon clivage. Sandra Rogol, je vous voyais opiner. Oui, non, mais c'est très juste. Après, il y a deux choses. Il y a un clivage qui existe entre les personnes qui veulent prendre soin des humains, du vivant, de la planète, et les personnes qui ne veulent pas. En tout cas, qui pensent que ce n'est pas prioritaire. Mais ce n'est pas parce qu'on partage cette même conscience que pour autant on agit dans le même sens. Il y a une infinité de différences. Et j'ai envie de vous dire, il ne faut pas avoir peur des différences politiques. Elles existent. On a des projets, on a des méthodologies, on a des visions de comment y parvenir qui divergent. Et en fait, c'est riche, ces différences. C'est riche si elles arrivent à nourrir
des projets qui s'opposent, en tout cas. Et après, Pierre disait, l'écologie ne doit peut-être pas opposer toujours. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le paradigme écologique, doit aujourd'hui être le paradigme qui divise le champ politique, le champ social, le champ syndical, parce que c'est une question de choix d'horizon. Et donc, en fait, c'est ce qui se fait de fait. On voit la gauche évoluer, on voit les syndicats évoluer, c'était le début de vos interrogations. Et donc, ce nouveau paradigme, qui n'aura pas une vie éternelle, je n'en doute pas, mais il doit aujourd'hui être le centre des transformations qu'on met à l'œuvre. Et la question que vous nous posiez, c'est comment être efficace? Où être efficace? Je pense qu'être efficace, c'est assumer qu'aujourd'hui, effectivement, pour reprendre les mots de la tribune de Pierre Charbonnier, l'écologie divise. On n'est plus dans la question de l'environnementalisme. La démarche de Nicolas Hulot était très environnementaliste, c'est pour ça qu'elle est très globalisante, on va dire. Il n'y a pas de différence, on veut tous protéger l'environnement. J'aime bien le fait que Pierre ait mis un masculin uniquement sur sa description des choses, parce que ça correspond bien aussi à cette démarche. Donc voilà, et puis il y a d'autres gens qui pensent que, en fait, environnementalisme, questions sociales, etc., tout ça va de pair, ça s'appelle l'écologie politique, qu'on doit développer un système dans lequel, justement, il n'y a pas que le masculin, par exemple, où il n'y a pas que des personnes blanches, où il n'y a pas que des gens qui sont issus du même parcours, ou des mêmes origines sociales, etc., etc. Et cette construction-là, en fait, politiquement, elle oppose deux camps. Alors, on n'est pas adversaire, c'est pas comme s'opposer au champ libéral ou à l'extrême droite ou à la droite. Voilà, il y a vraiment des adversaires. Mais après, on peut être en concurrence sur ce projet, c'est sain et c'est important d'arriver à débattre de ça parce que c'est ce qui permet aussi à la population de faire ses choix, de s'engager, de défendre des choses et à nous aussi de progresser dedans. Et c'est là-dessus, je crois, sur la façon d'assumer nos différences de projets qu'on peut avancer. C'est ce que fait Maxime avec son syndicat, c'est ce que font l'Alliance des ONG de l'autre, c'est ce que nous faisons en tant que parti politique, c'est ce que d'autres partis politiques font, c'est ce que le champ de la recherche fait. Et il y a un petit truc qui nous fait défaut à tout ce camp-là, que ne partage pas le camp des trois droites dont je viens de vous parler, c'est qu'en fait, on a tendance à un peu trop faire prévaloir nos différences à l'intérieur de notre camp sur la nécessité de faire basculer du champ des droites vers le champ de ce que nous on définit. Donc voilà, c'est pour tempérer un peu ce que disait Pierre. Je suis absolument d'accord sur le fait que l'écologie divise et doit être un objet de division. Mais c'est comme, vous savez, dans le féminisme, on dit les femmes, on est toutes sœurs, mais en fait, on n'est pas forcément sœurs avec celles qui ne défendent pas le fait qu'on soit sœurs. Voilà, on est un peu dans ce paradigme-là, je crois. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Maxime Blondeau. Je rappelle que vous êtes cofondateur du Printemps écologique. Merci Pierre Charbonnier. Merci. Et merci Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe de ELV. À très bientôt. On retrouve maintenant Usul et Cotentin pour les déconfinotes. Tu m'entends ? Ouais. T'as vu qu'il y a un des rédacteurs de la tribune qu'on a critiqué lundi dans OLG là qui a réagi sur Facebook ? Ah, il a dit que j'étais maigre ? Non, c'est l'extrême droite ça. Non, lui il dit qu'on est des petits bourgeois prétentieux comme Lordon et qui préfèrent Jaurès et Blum à Guevara et Staline. Ah oui, c'est complètement dans le débat, oui. Bah oui. Et tu te souviens dans l'épisode on a dit que la gauche bourgeoise elle voit les classes populaires comme des communautaristes et des racistes. Oui, et il en pense quoi lui ? Eh bah lui il dit pas exactement ça, il dit les classes populaires se reconnaissent dans l'extrême droite ou l'islamisme. Ah oui, bah en fait il confirme ce qu'on a dit quoi. Non mais tu dis ça parce que t'es un petit bourgeois prétentieux. Tu soutiens Mao, c'est ça ? Tu soutiens Staline ? L'événement médiatique nul d'hier, c'était l'interview d'1 heure du professeur Raoult pour LCI. Ah, je suis sûr que ça devait être top. Oui, bah il y avait déjà eu l'interview d'1 heure pour BFM par Apolline de Malherbe. Elle a pas mieux à faire, Apolline de Malherbe. Et merde, il fallait annoncer l'actualité, va te faire foutre. Bah elle aurait mieux fait d'annoncer l'actualité, ouais. Non, attends, il y avait quand même des questions très pertinentes qui éclairent le débat sur l'hydroxychloroquine. Vous avez parlé des polémiques, vous avez parlé des réactions inouïes. Pour reprendre votre mot, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous, Didier Raoult. Vous avez été décrit par certains comme un druide, comme un rocker, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces expressions ? Pas du... Votre look, on a beaucoup parlé de votre look de rocker. Ça n'a rien à voir ? C'est juste un hasard ? Non, mais pas de problème. Ce qu'on pense de vous, mais votre père ?
Quoi, mon père, Qu'est-ce quoi. qu'il penserait de vous? Cette compile a été faite pour Arrêt sur Image par Loris Guémard. Le journaliste est allé plus loin, il a interviewé Nicolas Martin de la méthode scientifique sur France Q pour débriefer cette interview. On sait que quand on interviewe un politique, on fait venir le chef ou la chef du service politique. Quand on fait l'interview éco, on fait venir le chef ou la chef du service éco. Quand on interviewe un scientifique, on n'a personne. On fait venir personne, en tout cas. Donc c'est déjà, en vrai, déjà un problème de structure de très nombreuses rédactions audiovisuelles, en l'occurrence télévisuelles. Ah ça c'est vrai, les journalistes ils ont des spécialités. Est-ce qu'on va inviter un critique gastronomique pour parler de Balance ton porc par exemple? Bah oui, il s'appelle Perico Légas. Je voudrais qu'on soit aussi sévère avec ces femmes qui sont officiellement et ouvertement soumises et humiliées, qui sont les femmes qui portent le voile en République française laïque. Je voudrais qu'il y ait des hashtags balance ton islamiste. Bon ok, mais est-ce qu'on donnerait la parole à un journaliste foot pour parler de la relance économique ou du réchauffement climatique ou Bah de... évidemment, c'est Pascal Pro. Et puis tu dis ça, mais on a aussi vu des chroniqueurs jeux vidéo devenir spécialistes de politique, de droit du travail. Ah oui, Julien Chiez. Non mais oui, c'est insupportable ce mélange des genres là. Donc du coup, sur LCI, ils ont envoyé un journaliste scientifique. Ils ont envoyé genre Jamie de C'est pas sorcier. Non, ils ont envoyé Pujadas. Énorme. Ouais, mais entre-temps, il y a eu l'étude de The Lancet, là, il a des arguments, Pujadas. Oui, puis il avait bossé, il a même utilisé le mot randomisation et tout, il a essayé d'avoir des arguments, mais ça servait à rien, parce que Raoult l'a complètement pris de haut. Moi, je suis content que vous m'expliquiez la médecine, mais globalement... Non, pardon, je vous remercie. encore une fois, je donne les arguments. Non, mais je vous remercie. C'est beaucoup de ceux c'est qu'on intéressant. entend, Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. Ça, ce sera la stratégie tout au long de l'entretien. Moi, je suis un scientifique, vous êtes même pas capable de comprendre ce que je dis, de toute façon, je sais même pas pourquoi je me fatigue avec vous. Mais pourquoi il le reçoit si c'est pour lui parler mal et pas prendre ses questions au sérieux? Parce qu'en fait, il s'adresse à son public, à ses fans. C'est aux gens que vous vous adressez. Non, et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude non. randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi, vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez-vous. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non mais moi je suis pas de la partie, moi je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Donc après avoir fait appel à son autorité scientifique, il fait appel à une deuxième forme de légitimité, celle que lui confère sa popularité. Bah oui, c'est ça qui marche en ce moment, hein. Dès qu'on est un peu populaire, on reçoit un coup de fil de Macron. Ah, tiens d'ailleurs, attends. Non, je suis très satisfait de mon fournisseur d'énergie actuel, je vous remercie. Au revoir. C'était Macron? Oui, il me demandait pour la privatisation d'EDF, tout ça. Enfin, il m'appelle tout le temps. Bon, au final, est-ce qu'ils ont parlé de science dans cette interview? Est-ce qu'il y a eu des arguments scientifiques quand même? Mais non, parce que même quand Pujadas essayait, l'autre lui disait qu'il comprenait rien. Alors Pujadas a essayé d'invoquer le Haut Conseil d'autorité scientifique, médicale, je sais pas quoi. L'autre avait une réponse toute prête. Les mondes dans lesquels on est sont différents. Moi, mon monde, si vous voulez, ne se limite pas ni au périphérique parisien, ni même à l'Hexagone. Vous savez, je suis né... Pour vous, le Haut Conseil à la santé publique, c'est le périphérique parisien? Non, mais c'est une opinion comme une autre. Donc finalement, même si on peut être d'accord avec ce qu'avait dit Nicolas Martin sur l'importance d'envoyer des journalistes scientifiques face à des scientifiques, bah là ça aurait même pas servi à grand chose. Là Raoult finalement il faisait de la com, donc même les chiffres, de toute façon on peut leur faire dire ce qu'on veut. De toute façon les médias mentent, hein, les médias mainstream vous mentent, c'est des fake news. Ouais, c'est un des marqueurs de ce qu'on appelle la post-vérité en fait. Tout se vaut, donc on peut dire tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs les médias font avec Raoult la même erreur que les médias américains face à Trump. Regardez ce sondage qui permet de dire que ses supporters sont des idiots, mal éduqués, ou pire, des extrémistes. Qui se dit traditionnellement proche de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Donc au final, elle aura servi à quoi cette interview de Pujadas? Bah d'après ce que j'ai vu, elle a fait de l'audience. Ah, bah si c'est à ça qu'on mesure la pertinence d'une interview, c'est une super interview. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils auraient mieux fait de faire autre chose. Il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. Bon, nous on se retrouve lundi pour OLG et vendredi pour le prochain épisode des Déconfinautes. Ah mais c'est déjà fini? Mais moi je voulais parler de Bigard. Ah écoute, garde ça sous le coude. Un poil de cul sur ma savonnette et ça pollue toute ma planète. Merci Christophe, on te retrouve demain avec Fabien Escalona, à demain. Salut Mathieu et salut à tout le monde et à demain. Écrivez-nous à l'air libre@mediapart.fr pour vos témoignages. Pensez aussi à vous abonner, vous savez, Mediapart ne vit que des abonnements et vous informe grâce aux abonnements. Passez une bonne soirée, à demain.